pas apparaître à l'écran, n'oubliez pas de désactiver vos caméras, sinon on va vous voir. Bon, on est ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, on a déjà organisé un premier webinaire fin mai, le 30 mai, sur la sécurité sociale de l'alimentation, où on a retracé en fait cette initiative de manière un peu plus générale, l'expérimentation en cours. Donc, si vous l'avez loupé, je vous invite peut-être à la revisionner parce qu'on l'a enregistrée. Donc, elle est disponible sur notre site internet, notre wiki. On vous mettra le lien juste après dans le chat, je vais le mettre. Et donc aujourd'hui, on va plus spécifiquement se concentrer sur le volet démocratique. Donc en fait, comment est-ce qu'on mobilise et comment est-ce qu'on a mobilisé les citoyens durant ce projet, notamment en revenant sur les parcours d'engagement. On verra ça. Donc avant toute chose, je me présente, Suzy Flamé. Donc moi, je travaille à la mission Agenda 21. Je suis chargée de mission à la mission Agenda 21 du département de la Gironde et je suis plus particulièrement en charge de l'animation du laboratoire à la base. Donc, juste deux petits mots sur la base. En fait, la base, c'est un laboratoire d'innovation publique territoriale qui soutient la transformation des politiques publiques, notamment via des accompagnements et des projets que l'on pilote. Et donc, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un des grands projets, en fait, et une des expérimentations que l'on mène sur 2024, notamment, pour se dire comment est-ce qu'on accompagne un meilleur accès à une alimentation durable pour toutes et tous. Mais la base, donc, c'est aussi un espace d'apprentissage pour pouvoir monter en compétences à la fois individuellement et collectivement sur des sujets, sur des enjeux, mais aussi monter en compétences sur des outils, sur des méthodes, par exemple des méthodes d'intelligence collective, de design, etc. Et donc tout ça, ça se fait via un programme d'activité que l'on propose environ tous les 3 mois. Et donc c'est dans ce cadre-là du programme d'activité qu'on a voulu revenir sur le projet de sécurité sociale de l'alimentation, pour pouvoir un petit peu capitaliser sur cette expérimentation-là, pouvoir la partager et aussi la mettre en discussion avec d'autres personnes, d'autres acteurs du territoire. Et donc pour ça, aujourd'hui, on reçoit David Glory, qui est ethnologue et postdoctorant à l'unité de recherche culture et diffusion des savoirs, qui est un labo de recherche de l'Université de Bordeaux, et qui est aussi coprésident d'Acclimatation, qui est une structure qui pilote la sécurité sociale de l'alimentation également. Il y reviendra juste après, je pense qu'il le présentera beaucoup mieux que moi. Et on a aussi quelques autres petits complices dans la salle, qui sont de la mission Agenda 21 aussi. Donc je pense que j'ai aperçu Anna, il y a peut-être aussi Jennifer et je vois des petits coucous. Et Julie Blanquet aussi qui seront là pour, s'il y a besoin, pour intervenir, préciser des choses. N'hésitez pas à prendre la parole, les filles, sur ça. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un temps de présentation d'une vingtaine de minutes par David. Puis après, on aura un temps d'échange assez conséquent. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat si vous en avez durant tout le long de la présentation. On y reviendra juste après la présentation, si ça vous va. David, je te passe la parole. Ouais, vous m'entendez là? Ouais. Ouais, c'est bon. Super. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un partage d'écran. Tac, tac, tac. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. Je mets pas en... Ouais, alors le problème, c'est si je mets en plein écran, je ne vous vois plus. Ah, ok. Est-ce que c'est lisible là comme ça ou est-ce qu'il faut que je mette en plein écran quitte à pu vous voir? C'est assez lisible pour ma part. Je ne sais pas si certaines. Je Ça vois va des aller? pouces, donc ça doit être Je, OK. je- je vois Anna qui lève le pouce, donc je vais faire confiance à Anna. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc l'idée c'était vraiment de faire un retour d'expérience sur ce moment particulier qui a été les parcours d'engagement en Gironde. Donc, qui ont été notamment menés par Acclimatation. Alors, à cette époque, je faisais partie de l'équipe salariale d'Acclimatation. Donc, j'ai participé à l'animation, à la préparation et aussi à l'analyse scientifique du dispositif, puisque, comme le disait Suzy, donc je suis ethnologue et donc, du coup, je fais partie de la partie, on va dire, recherche-action d'Acclimatation. On pourra en revenir dessus si ça vous intéresse. Anna, Théo, si je dis des conneries, vous n'hésitez pas à intervenir, je l'ai vu aussi. Pour comprendre, donc moi, je n'étais pas là au dernier webinaire, mais simplement en un mot, pour bien comprendre que ce que je vais vous présenter là, ça constitue vraiment la première partie de tout un processus qui a duré plus d'un an et demi, qui a conduit à mettre en place maintenant, à lancer une caisse commune de l'alimentation en Gironde.
Donc, caisse commune qui a formellement démarré, on va dire, avec des paiements de cotisation, des réceptions d'allocations, des achats dans des magasins au mois d'avril dernier, mais qui en fait fondamentalement a commencé fin 2022 avec toute cette partie de mobilisation citoyenne qui a amené à la mise en place de l'expérimentation. Donc, il faut vraiment comprendre ça non pas comme étant des dispositifs qui précèdent une caisse commune, mais comme véritablement la première pierre à l'édification de tout le processus. Donc, les parcours d'engagement, là, on va vraiment parler sur 4 territoires spécifiques de Gironde, d'accord? Bordeaux Nord, la Benauge. Bordeaux Nord, c'est quartier des Aubiers, Bacalan, Saint-Louis, Grand Parc. Et la Benauge, la commune de Bègles, le Pays Foyen. Donc, le Pays Foyen, c'est en gros 1 heure et quart à l'est de Bordeaux, vraiment aux confins de la Gironde. Donc, c'est un territoire rural. Et le sud Gironde, c'est pareil, c'est une communauté de communes qui est aussi à environ 1 heure au sud-est de Bordeaux. Donc, ces 4 territoires ont travaillé ensemble dans un même dispositif avec des jeux d'échange, c'est-à-dire des moments où les gens se sont retrouvés localement et des moments où ils ont partagé des temps communs de construction. C'est vraiment un élément qu'il faut avoir en tête, c'est ce jeu d'équilibre entre ce qui se passe localement et la réunion des 4 territoires. En premier lieu, puisque c'est important pour comprendre ce qui s'est passé dans le parcours, je reviens juste sur Acclimatation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était à ce moment-là? C'était vraiment donc un collectif informel qui regroupait des structures, à la fois de l'éducation populaire, de l'économie sociale, du travail social et de la recherche, qui avaient un intérêt particulier sur les questions de l'alimentation, de l'accès à l'alimentation, et qui ont décidé, dans un premier temps, de se réunir de manière informelle pour discuter, pour, entre guillemets, envisager des actions qui dépassent ce qu'elles pouvaient mettre en place respectivement dans leur coin, en considérant que ce n'était pas suffisant, quoi. Il fallait faire un pas supplémentaire. Donc, vous pouvez voir que c'est des structures, et c'est ça qui est important à avoir en tête, c'est des structures qui sont établies sur les territoires depuis des années, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans pour certaines, et qui, du coup, ont une assise territoriales importantes, qui sont inscrits dans des réseaux locaux, qui font vivre en fait déjà des projets, des dynamiques locales. Acclimatation, c'est rien d'autre que ça, c'est-à-dire c'est le regroupement de structures déjà établies. C'est pas Acclimatation qui a commencé quelque chose sur les territoires, c'est les structures déjà établies qui ont mis en place quelque chose, quoi. C'est important puisque ça va aiguiller après la suite de la mobilisation citoyenne. Si je vais trop vite, vous me dites, hein, évidemment. J'ai le chat en face de moi, donc je peux regarder s'il y a des commentaires. Quand on parle de parcours d'engagement, l'élément essentiel à avoir en tête, ce n'est pas tant l'objectif de sécurité sociale de l'alimentation, mais c'est le concept général de démocratie alimentaire. C'est-à-dire dans la perspective que l'on porte avec Acclimatation, ce n'est pas de faire vivre une sécurité sociale de l'alimentation à l'échelle locale, c'est de faire vivre un processus de démocratie alimentaire à l'échelle locale, dont la sécurité sociale de l'alimentation est une des manières de mettre en place cette démocratie alimentaire, mais pas la seule. On peut envisager d'autres modalités. Mais ce qui est fondamental derrière, c'est de mettre au cœur cet objectif de démocratie alimentaire. Démocratie alimentaire, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire on entend un principe de reprise en main par les citoyens en tant que citoyens et non pas en tant que consommateurs de la manière dont le système alimentaire local, mais aussi national, est construit. C'est l'idée de créer des instances qui permettent à des citoyens de se rassembler, qu'ils soient consommateurs, qu'ils soient distributeurs, transformateurs, producteurs, et de définir collectivement, de manière démocratique, quel est le système alimentaire que l'on veut mettre en place. Et donc, c'est ça qui est au cœur de l'objectif actuel, c'est-à-dire que même à l'échelle des caisses actuellement, c'est-à-dire du projet tel qu'il est actuellement, ce qui est au cœur de ça, c'est pas simplement que les gens reçoivent une allocation et payent une cotisation, c'est que les gens fassent vivre ce projet de démocratie alimentaire sur les territoires. D'où l'idée qui a émergé alors en 2020, puisque le collectif Acclimatation s'est mis en 2020, c'est de construire un
un parcours, c'est très vite le terme qui s'est imposé, pour permettre aux citoyens qui ne sont pas forcément intégrés dans ces logiques de réflexion alimentaire de pouvoir s'engager sur le long terme, avoir les conditions pour pouvoir maintenir cet engagement et avoir cet objectif de participer à l'élaboration d'un projet de démocratie alimentaire. Euh, à l'époque, ce qui a beaucoup inspiré aussi le collectif, c'était la Convention citoyenne pour le climat qui avait lieu à ce moment-là et qui en fait, alors au-delà de la, on va dire des déceptions qui ont pu occasionner la prise en compte des productions des citoyens, il y a vraiment eu quelque chose de très intéressant de dire, bah, on met 150 citoyens dans une même pièce, on leur donne les moyens d'accéder à l'information, on leur donne les moyens de pouvoir synthétiser, de pouvoir construire quelque chose de commun, et on aboutit à des résultats qui sont quand même très impressionnants. Donc ça a été un peu une idée centrale qui a inspiré les parcours en essayant de l'adapter aux conditions locales. Donc très concrètement, le parcours d'engagement, c'est 6 mois de travail, donc entre janvier 2023 et juin 2023, qui a regroupé 40 citoyens et citoyennes sur les 4 territoires, donc 10 citoyens par territoire. Je pourrais revenir dessus, mais dans la composition de ce panel, on va dire, il a d'abord été question, comme je vous disais, d'inspiration de la Convention citoyenne, c'est-à-dire de faire quelque chose de représentatif avec un système de tirage au sort, etc., etc. Bon, clairement, 10 citoyens, on ne peut pas être représentatif d'un territoire. Et puis, de toute façon, finalement, la légitimité qui est construite dans ce parcours-là, il est lié à l'engagement, donc au fait que les personnes s'engagent sur 6 mois, et non pas on va dire, à la représentativité qu'ils peuvent représenter au sein de la population dans laquelle ils appartiennent. Donc, parti pris a été fait de recruter, entre guillemets, des profils qui, en majorité, n'ont pas la voix sur la manière dont ils peuvent, la manière dont ils s'alimentent. Donc, avec notamment des personnes en situation de précarité alimentaire, économique, etc., etc. Tout en ayant en tête d'essayer de diversifier l'âge, évidemment le genre, pour essayer d'avoir un équilibre autour de ça. Bon, je pourrais y revenir après plus tard dans les questions pour pas rester que sur ça. Donc l'objectif de ces parcours avait 2 ambitions. Pour pouvoir mettre en place une démocratie alimentaire, il faut d'abord que les citoyens fassent culture commune, c'est-à-dire déconstruire des concepts qui sont souvent associés à, on va dire, une alimentation de transition, la question du local, la question du durable, la question du mode de production, du mode de distribution, etc., etc. Ça veut dire quoi produire local? Ça veut dire quoi consommer local, etc. Donc c'est tous ces éléments qu'il a fallu déconstruire pour justement construire une culture commune, c'est-à-dire que une culture qui soit partagée par tous et sur laquelle chaque citoyen peut s'appuyer. C'est-à-dire que dans les échanges, quand on parle de local, on sait tout ce que ça veut dire le local. On sait les difficultés, les freins, les avantages, mais au moins on n'a pas d'ambiguïté sur les termes. Et c'était tout le travail qui a été fait pendant les 3 premiers mois de déconstruire ces idées-là. Alors, ce qui a été fait, c'est qu'on a fait ça autour d'idées reçues. Donc là, je vous fais un résumé là, très rapidement de ces idées reçues. Donc, on est parti des idées reçues sur l'alimentation. On s'est dit que c'était le meilleur moyen de capter l'attention des gens, c'était d'aller chercher ce qu'on pense savoir sur les différents thématiques de l'alimentation et d'aller les déconstruire. Donc, par exemple, on avait cela coûte cher de bien manger. On avait l'idée reçue numéro 6, le local, c'est l'idéal. La numéro 4, l'aide alimentaire permet de lutter contre la précarité, par exemple. Bon, voilà, on s'est servi de ces idées reçues-là pour construire comment dirais-je, tout un arsenal pédagogique qui permet d'apporter des connaissances. Donc, on a par exemple réalisé des interviews de différentes personnes ressources. Alors, on ne les appelle pas des experts ou des expertes, mais des personnes ressources. Donc, on a ici des scientifiques, on a ici des producteurs, on a ici il y a un cuisinier, par exemple, une diététicienne, un autre producteur. Enfin, voilà. Il y a plusieurs personnes dont on avait estimé qu'elles allaient pouvoir apporter quelque chose dans ce débat.
Et donc, ces personnes, on les a mobilisées en amont. Et ensuite, la plupart sont venus intervenir durant des réunions, pendant 1 heure, 2 heures, être questionnés par les participants, etc., etc. Donc, une fois qu'on a ces idées reçues, il a fallu produire quelque chose. Et il a fallu restituer aux autres groupes, puisque, comme je vous le rappelle, le groupe de Bègles, le groupe du Pays Foyen, le groupe du Sud-Gironde et de Bordeaux ont travaillé ensemble de leur côté, se sont rassemblés au bout de 2 mois, puis sont retournés sur leur territoire et se sont de nouveau rassemblés. Donc il y a un jeu de va-et-vient qui s'est fait pour partager aussi les avancées des uns et des autres. Donc si je résume là, partie commune, donc culture commune pendant les 3 premiers mois du parcours. Donc, ce qui a amené à traiter, comme je vous l'ai dit, 6 idées reçues, à créer du contenu avec des interviews, avec des fiches synthétiques, avec, pour vous montrer de manière anecdotique, mais par exemple avec des restitutions type facilitation graphique. C'est-à-dire que là, on est sur l'idée reçue numéro 4, l'aide alimentaire permet de lutter contre la précarité alimentaire. Bon, du coup, il y a une restitution, il y a une restitution écrite, il y a une restitution orale sous la forme d'une sorte de scénette qui a été mise en scène, une restitution sous la forme d'un élément graphique, j'ai plus le terme en tête, facilitation graphique, pardon. Donc voilà. Pour résumer sur ces parties-là, l'idée, c'était vraiment de développer différents contenus, différents accès aux contenus, ne pas simplement privilégier l'un par rapport à l'autre. On n'est pas que sur de l'écrit, on n'est pas que sur de l'oral, on n'est pas que sur du visuel, ce qui permet aux différents participants de se raccrocher à ce qui est le plus facile pour lui, pour pouvoir voilà, contenter tout le monde. Donc ça, c'est la première partie et je vois déjà le temps qui défile très vite, donc je vais arriver sur la deuxième partie. La deuxième partie qui, elle, a consisté euh, à justement, voilà, une fois qu'on a une culture commune qui est construite, bah maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et dans l'objectif de se projeter sur la mise en place d'une caisse commune de l'alimentation, donc une caisse commune aux 4 territoires, la mission qui a été confiée à ces 40 citoyens et citoyennes, c'était d'élaborer ce qu'on appelle une charte de conventionnement. Donc des produits et des lieux. Alors, pour ceux qui étaient au dernier webinaire, j'imagine que ça a été abordé, c'est-à-dire dans le principe d'une sécurité sociale de l'alimentation, on a des citoyens qui reçoivent chaque mois une allocation euh, qui constitue une caisse à laquelle ils abondent via des cotisations pour pouvoir acheter des produits qui sont conventionnés selon des modalités qui sont définies par la caisse. Bon, pour ça, il faut définir ces modalités. Et je peux vous assurer que ce n'est pas une masse à faire de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on conventionne et qu'est-ce qu'on ne conventionne pas. Donc, tout l'objectif qui a été le nôtre, c'est de faire collaborer ces 4 territoires avec des réalités très différentes, hein. On est Sud-Gironde, on est territoire rural à 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie de Bordeaux, avec des distances entre les lieux qui sont très importantes, hein. On est à la Benauge, qui est un QPV dans la métropole bordelaise. Bon, des réalités différentes à laquelle il a fallu à la fois comprendre pour chacun et aussi transmettre. C'est-à-dire qu'il faut que on se mette d'accord sur quelque chose qui nous va à tous. Ça a été le gros enjeu de ces 3 derniers mois, donc de mars à juin 2023, c'est de réussir à créer une seule charte de conventionnement qui tienne compte des réalités diverses des territoires. Donc pour ça, je pourrais rentrer dans les détails aussi. Il y a eu tout un jeu d'échanges autour d'un système de navette, c'est-à-dire que sous la forme d'une navette parlementaire, c'est-à-dire quand le Sénat décide de quelque chose, il crée un document, il envoie à l'Assemblée, l'Assemblée fait des commentaires, le renvoie, etc., etc. C'est ce qui s'est passé aussi entre les 4 territoires. Un premier territoire se réunissait, définissait des objectifs, définissait des moyens, passait au second territoire qui commentait, qui ajoutait, qui abondait, et ainsi de suite. Ce qui nous a permis d'arriver
à la production d'une charte de conventionnement des lieux et des produits, qui est aujourd'hui, du coup, celle qui sert au conventionnement de la caisse actuellement. Euh, donc voilà, donc en gros, on a ce parcours-là. C'est difficile de parler, est-ce que c'est a posteriori maintenant, en termes de réussite, en termes d'échec, en termes de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce parcours-là. Euh, Peut-être quelques éléments pour avoir vraiment en tête les choses. Si on parle de manière très factuelle, on peut considérer dans un certain sens que ce parcours a été une réussite si on prend par exemple voilà, sur les 40 citoyens qui se sont engagés, avec certains qui se trouvaient dans des situations assez complexes économiquement, socialement, etc. On a eu 2 abandons pendant le parcours. Donc, ça veut dire que les 38 autres, voilà, les 38 autres bah, sont restés tout au long du processus, avec des moments qui étaient quand même, enfin voilà, c'était quand même un engagement assez fort, hein, des week-ends entiers de rencontres, des journées entières, des demi-journées, etc. Donc, il y a vraiment eu quand même un engagement très important de la part de ces citoyens. Donc sur ce volet-là, il y a une dynamique qui a fait que les gens sont restés et ont voulu d'ailleurs poursuivre. Si on parle par exemple euh, dans l'état actuel où on se situe, 20% des participants de la caisse de Gironde actuelle sont issus de ces parcours d'engagement. C'est-à-dire que ce sont des parcours qui se sont arrêtés en juin 2023 et ben, ils constituent 20% du panel actuel de l'expérimentation. C'est-à-dire, en gros, 90% des participants des parcours ont continué l'aventure, ont continué à s'engager jusqu'à aujourd'hui. Donc, sur cette ambition qui était celle d'acclimatation, d'instaurer voilà, un engagement pérenne pour ces participants, bah, cette mission, elle a été remplie. Les conditions étaient là pour mettre les gens sur un bon rail et puis se lancer dans un engagement de long terme. Euh, Peut-être déjà pour conclure, alors un élément qui pourrait peut-être intéresser, sur lequel vous pourrez revenir vous-même, il y a eu on a produit un film documentaire, oui, on peut appeler ça comme ça, qui retrace l'expérience que les participants ont vécue. Il est accessible sur YouTube, hein, donc là il y a l'adresse en bas, mais vous pourrez. De toute façon, j'imagine que je vais envoyer le PowerPoint et vous allez pouvoir le retrouver. Ce film-là, il partage vraiment l'expérience du point de vue des participants, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu. Il essaye de retracer différents points clés, on va dire, du parcours sous la forme de cinq petites vidéos. Voilà, je pense que ça peut être un élément intéressant pour vous si vous avez envie de voir un peu plus dans le détail qu'est-ce qui s'est passé concrètement et qu'est-ce que les gens ont vécu concrètement comme expérience. Parce que c'est vraiment, alors ça fait un peu bateau de dire ça, mais derrière, il y a quand même une expérience humaine, on va dire, entre les participants. Et vraiment, cet élément-là a été vraiment au cœur de ce que les gens ont exprimé suite à cette expérience-là. C'est vraiment de dire, il y a quelque chose qui dépasse de l'ordre du sujet même pour lequel les gens se sont investis, mais de se retrouver, de discuter, de créer de la sociabilité avec des gens qui sont ici de leur territoire et ailleurs. C'est vraiment un truc qui a été central pour les participants. Euh, donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'était simplement en mot de conclusion. Voilà, c'est vraiment comprendre que les parcours d'engagement, c'est une modalité de lancer, on va dire, une dynamique de démocratie alimentaire sur un territoire. Ce n'est pas la seule, évidemment, il y en a plusieurs autres. Mais en tout cas, c'est une modalité qui est essentielle pour tout projet qui vise à constituer une caisse commune de l'alimentation qui s'inspire d'une sécurité sociale de l'alimentation, d'accord? Puisqu'en fait, on ne peut pas faire à l'échelle locale une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation, on ne fait que s'en inspirer. Et ce cœur qui est au centre de tout projet de caisse commune, qui est voilà, de faire vivre une démocratie alimentaire,
le parcours d'engagement a montré que c'était un moyen vraiment efficace de pouvoir lancer une telle dynamique. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là et puis je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous vous poserez. Merci beaucoup, David. On a déjà des petites questions, en effet. On a une question plus sur les méthodes utilisées, sur comment est-ce que justement la culture commune s'est créée, quelles méthodes ont été utilisées. Est-ce qu'il y avait des méthodes un peu notamment issues de l'éducation populaire, type arpentage? Voilà, si tu peux revenir un peu sur comment est-ce que cette première étape de culture commune s'est créée. Ouais. Par exemple, dans le dispositif d'une convention citoyenne pour le climat, il y a cet élément qui a été, cette méthode, on va dire, qui a été pensée, c'est ce concept de, de conférences choc. Voilà, quand on a interrogé, on est allé enquêter avec les gens qui ont participé à la Convention citoyenne, qu'est-ce qui les a mis dedans? Ça a été vraiment au début, ce qu'ils racontent tous, c'est des premiers conférences qui ont été faites par des scientifiques de renom et qui, en gros, ont posé le cadre de manière très surplombante, de manière très importante et qui, du coup, ont vraiment permis aux participants de prendre la mesure du problème climatique, etc. Et nous, c'est quelque chose qui nous a interrogés, sur lequel on s'est dit, c'est peut-être un peu dangereux de faire de cette manière-là. Ça peut être peut-être un peu trop surplombant, peut-être aussi un peu trop excluant. Donc, on a choisi une autre entrée qui est par l'art, notamment par le théâtre. Il y a une pièce de théâtre qui a été montée exprès pour cette occasion, qui s'appelle Acclimatable, et qui est fait par la compagnie du CI, que vous pouvez voir ici. Donc c'est vraiment une pièce de théâtre qui part des idées reçues, qui met en scène de manière humoristique, sérieuse, dramatique, toutes ces idées reçues. Et donc ça a été notre point d'entrée. On est rentré par le théâtre pour aller interroger ces idées reçues. Ensuite, une fois que cette accroche a été faite, clairement, les méthodes qui ont été utilisées pour animer tous ces temps, c'est effectivement des méthodes liées à l'éducation populaire. Alors, c'est pas des arpentages en soi, mais ça a été comment dirais-je, le terme m'échappe, des débats mouvants, des World Café, des ateliers enfin voilà, tout ce genre de panel, des jeux de rôle aussi. C'est-à-dire, on a créé aussi un jeu de rôle pour travailler la question de la cotisation, par exemple. Bon, voilà, il y a plusieurs outils qui ont été utilisés. L'arpentage pas tant, puisque on avait aussi des publics qui étaient en difficulté avec la lecture, avec l'écriture, etc. Donc on a préféré mettre de côté. Un élément peut-être aussi à avoir en tête, c'est qu'une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est que il faut bien avoir en tête que il est important que les participants aient un niveau de langue, notamment française, qui soit quand même important. C'était pas le cas de tous les participants et c'est vrai que ça a créé des difficultés puisque ça nécessite un accompagnement encore plus important. Et maîtriser la langue en interpersonnel, dans une discussion un pour un, c'est une chose, mais maîtriser la langue dans un groupe de 10 qui échange, qui débat, etc., c'est plus compliqué. Et peut-être que là, il y a eu des difficultés. Donc, on a fait ce qu'on a pu pour rattraper ça, pour créer les conditions pour que ce ne soit pas un motif d'exclusion. Mais on peut dire que dans le recrutement qui se fait, il y a un motif potentiellement d'exclusion à cet endroit-là, si on n'est pas en capacité de pouvoir accompagner là où les personnes qui sont en difficulté, on va dire, avec la langue. Ok. Donc vous avez beaucoup utilisé des méthodes d'intelligence collective et même peut-être Ouais. de design pour tout ça. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Julie, Anna et Jennifer, sur ce point-là par rapport aux apports de la mission, notamment Julie Blanquet, je sais que tu étais présente. Mais enfin voilà, n'hésite pas à compléter si tu veux. Et sinon, après, on avait des questions aussi sur plus pratico-pratique, en fait, sur la gratification, la disponibilité des participants, etc. Comment est-ce que vous avez motivé, en fait, les participants à participer, enfin les personnes, les citoyens à Mm. participer? Est-ce que leur mobilisation a été gratifiée? Comment est-ce qu'ils sont faits pour se déplacer aussi, parce qu'on est sur des territoires ruraux, donc Mhm. la question de la mobilité. Aussi les horaires, comment est-ce que, voilà, des choses très pratico-pratiques, garde d'enfants, etc.
Ouais. Tu peux préciser sur ça. Ouais. Alors, en termes de... Donc, ça dépendait des temps. Donc, le parcours d'engagement, c'est à la fois des week-ends, un week-end de début, un week-end de fin, une journée commune au milieu et 9 demi-journées par territoire, donc en séparé. Les week-ends et les journées entières, les 4 territoires sont regroupés dans un même endroit. Et les 9 demi-journées, chacun est sur son territoire. Euh, pour les demi-journées, ça dépendait des groupes, ça dépendait de la composition des groupes. Certains ont fait ça dans la journée, puisque il y a eu un arrangement entre les participants qui considéraient que c'était le meilleur temps qui était là à ce moment-là. Certains ont fait ça en soirée à partir de 18h. Ça dépendait de chaque groupe, en fait. Ça dépendait de l'organisation de chaque groupe. En revanche, en ce qui concerne les week-ends de rencontres et la journée commune, donc évidemment, tous les frais de déplacement étaient pris en charge. Il y a des convois qui ont été organisés avec des minibus, etc. Enfin, c'est là où, du coup, ça rejoint le rôle essentiel des structures qui composent Acclimatation, qui, en fait, voilà, ont mobilisé leur matériel, leur véhicule, leur disponibilité pour pouvoir justement permettre à tout le monde de venir. Euh, En termes vraiment pratico-pratiques, typiquement pour avoir les 40 citoyens durant tout un week-end pour travailler sur le parcours d'engagement, en fait, on était 100 personnes. C'est-à-dire que les enfants étaient accueillis. Si c'était le moyen de garde le plus simple, les enfants pouvaient venir, du coup des accompagnateurs des enfants. Donc, si vous voulez, voilà, quand on a voulu faire ces week-ends-là, en fait, pour avoir les 40, bah, effectivement, il faut prendre en compte toutes les contraintes familiales, notamment des familles monoparentales, etc. Donc, on s'est retrouvé à 100 par week-end pour avoir les 40 actifs le week-end. Et en termes d'engagement, alors les participants ont signé comment dirais-je, un contrat d'engagement au début. Voilà. Alors, ça n'a aucune valeur juridique, évidemment. Ils s'engageaient à participer à ça. Et aussi, effectivement, du coup, il y avait une rétribution qui était existante, qui a été notamment calculée sur la rétribution que les jurys d'assises obtiennent en participant à ce dispositif-là. Donc, une espèce de, voilà, c'est pas une rémunération, c'est une rétribution. Donc, en gros, ça représentait par citoyen 450 euros pour l'ensemble du parcours. Donc ça a été effectivement mis en place. On a étudié a posteriori quel a été l'impact que cette rétribution avait sur la mobilisation des citoyens. Ce qu'on a compris, c'est que euh, euh, c'était un petit peu ambivalent, ça dépendait des moments. Ça a pu servir comme étant vraiment le point d'accroche pour certains, mais ça s'est transformé en autre chose après. Pour certains, à certains moments, c'était compliqué de continuer à participer. Il y a eu des coups de mou, il y a eu des coups de démotivation. Le fait qu'il y ait ça qui est derrière, ça a permis parfois sur une ou deux séances de maintenir l'engagement et après l'engagement est reparti sur une volonté de participer. Donc ça a été un outil non négligeable quand même pour maintenir l'engagement, mais il ne faut pas du tout l'envisager comme étant la raison principale qui fait que les gens se sont investis. On le voit bien puisque une fois que le mois de juin 2023 s'est terminé et que les gens sont encore là, depuis juin 2023, il n'y a plus de rétribution. Donc voilà, ça a été vraiment sur ce moment particulier des 6 mois que cette rétribution a existé. Mais donc, pas de gratification en tant que telle, par contre. Bah, alors, une rétribution, du coup, enfin, c'est le terme qu'on utilisait. Ok. Voilà. Et pour déduire des frais et pas vraiment. Bah, il y a les frais qui étaient occasionnés pour, par exemple, se rendre d'un endroit à l'autre étaient remboursés. Mhm. Et en plus de cela, il y avait une rétribution de 450 euros par participant. Ok. Et après, on avait une dernière question sur la mobilisation et comment est-ce qu'on peut élargir ou dupliquer cette expérience-là. Donc, comment pensez-vous élargir la mobilisation, dupliquer l'expérience au-delà des 40 personnes inscrites dans les parcours d'engagement pour maintenir le lien dans le temps?
Alors là, c'est une question sur laquelle de qu'est-ce qu'on a fait en Gironde ou qu'est-ce que... Bah, j'avoue que cette question n'est pas très claire pour moi non plus. Si peut-être Pardon, euh, moi, c'est moi qui... Sarah, ouais, voilà, Ouais, n'hésitez pas à prendre la parole. ouais, merci. Je suis impressionnée par tout le travail qui a été fait, toute l'attention portée pour alimenter les citoyens, travailler sur les représentations, c'est très intéressant. Et je me dis comment, puisque vous disiez que l'objectif, c'est de travailler sur la démocratie, faire venir les citoyens sur ce sujet de l'alimentation, et c'est toujours au travail, en fait. Et c'est comment, une fois que voilà, il y a ces 40 personnes qui ont travaillé, comment vous poursuivez la mobilisation? Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Est-ce que les 40, comment vous gardez le lien avec eux, avec voilà, une ingénierie de la participation à un dispositif qui est très ambitieux, mobilisateur, exigeant. Voilà, c'est... Oui, tout à fait. Bah, c'est là où, en fait, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, c'est que le nœud central, le cœur central de ce maintien de mobilisation, c'est l'implantation locale des structures qui continuent à travailler, mais aussi sur d'autres projets. C'est-à-dire que dans le pardon, le pays foyen, par exemple, les structures qui sont d'acclimatation qui sont là-bas, elles, tout au long de l'année, c'est des ateliers de cuisine, c'est des ateliers de rue, c'est des événements ponctuels, c'est du travail quotidien. En fait, c'est à partir de ce réseau-là que, en fait, on maintient déjà un lien avec les 40 et que effectivement depuis il s'est passé plein de choses. Il y a plein d'autres citoyens qui sont rentrés. Donc les 40 sont là, mais ils sont inscrits dans un processus qui maintenant dépasse le parcours d'engagement. Donc c'est ça, en fait, c'est le nœud central, c'est être implanté localement, c'est continuer à faire vivre au-delà même du projet de caisse commune, c'est être là dans des rencontres qui existent, être là dans des manifestations sur les territoires. Nous, en tant que pour comprendre l'acclimatation, c'est à la fois du coup ces structures qui sont implantées et c'est à la fois des salariés qui sont à plein temps et qui en fait gravitent sur ces 4 territoires. L'action des salariés d'acclimatation, c'est pas de faire ce travail-là parce qu'on sait pas, on va débarquer dans un coin, faire une animation, rentrer, etc. Ça marche pas en fait. Ce qui marche, c'est que c'est du lien quotidien, c'est du lien, voilà, c'est de l'informel, c'est faire des repas d'occasion. Enfin voilà, c'est tout ce travail-là. C'est ça qui permet la mobilisation au long cours, quoi. Euh, donc voilà, donc du coup, voilà, une fois que les parcours se sont achevés, donc en juin 2023, on a connu une seconde phase qu'on appelle des collectifs territoriaux. Bon, bref, on s'en fiche du terme. Ce qui compte, c'est en gros, on a ouvert au-delà des 40. Maintenant, tous les citoyens des territoires qui ont voulu participer sont rentrés avec pendant là, ça a duré pendant un an des réunions régulières, au moins une fois par mois, voire 2 fois par mois, pour continuer à élaborer tous les éléments qu'il fallait élaborer pour comment dirais-je, construire l'expérimentation de caisse commune. C'est-à-dire que une fois qu'on sait comment on va conventionner les produits qu'on va acheter, mais maintenant il faut savoir aussi comment on va, quelle allocation on va avoir, comment on cotise, où sont les lieux où on va pouvoir acheter, etc. Enfin, il y a plein de modalités à mettre en place. Et tout ça, c'est ce travail-là qui s'est poursuivi au-delà des parcours d'engagement, avec encore une fois au cœur l'implication citoyenne des territoires. Et donc ça a duré pendant un an, de juin 2023 jusqu'à mars 2024. Et depuis mars 2024, on est dans une période dite maintenant de l'expérimentation de caisses en tant que telle. Et donc, on continue à avoir des caisses sur chaque territoire, avec des réunions à minima une fois par mois, voire plus, qui là rassemblent à la fois des gens des parcours d'engagement, à la fois des gens qui sont arrivés après, et à la fois des gens qui viennent tout juste d'arriver et qui participent collectivement à cette mise en place du coup d'une démocratie alimentaire sur chaque territoire. Et donc, chaque territoire a sa propre caisse et on va continuer à avoir des temps où on va se regrouper ensemble pour échanger au-delà de son territoire. Ça sera l'objet au mois de septembre. Il y aura la première caisse commune, on va dire. Et du coup, cet engagement, il est maintenu par
voilà, par le travail au quotidien et effectivement par l'engagement au quotidien. Donc après, ça se relaie. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que certains participants du parcours d'engagement se sont mis un peu en retrait après avoir beaucoup participé pendant un temps. Il y a un échange de relais en fait, parce que c'est pas possible de maintenir un engagement sur le long terme comme ça. Et c'est ça qui fait que ça continue à vivre, c'est on n'est pas en entre-soi, on n'est pas dans un truc qui tourne autour de son nombril, mais on a quelque chose qui se transmet de citoyen en citoyen. Et justement, est-ce qu'il y a prévu d'avoir une capitalisation sous forme de guide ou de document, on va dire papier, pour permettre à d'autres territoires, aux collectifs, de pouvoir s'en inspirer et de reproduire ces parcours d'engagement-là? Ouais, On peut déjà peut-être parler des livrets existants sur l'expérimentation en tant que telle, mais ouais. est-ce que plus spécifiquement sur les parcours d'engagement, Ouais, quelque chose? oui, oui, oui. Alors là, sur le parcours d'engagement en soi, là, il y a un rapport d'analyse, on va dire scientifique, qui est pratiquement bouclé, qui est fait là. Et on voulait faire une sorte de résumé, on va dire, de tout ce qui s'est passé, de toute la méthode, etc., à diffuser largement. Voilà, c'est l'objectif de cet été pour que au mois de septembre, ce soit diffusable. Et peut-être juste dire où est-ce que ce sera accessible pour les personnes qui voudraient. Sur le site d'Acclimatation, on Ok. mettra ça. Après, on peut aussi le diffuser Peut-être sur sur des le wiki de réseaux. la SSA aussi, Oui, je oui, oui, sais par pas. exemple. Oui, 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 par exemple. Ouais. Ouais. Peut-être dire aussi ouais, ça qu'il y a un wiki dédié à la sécurité. Donc un wiki, c'est une plateforme numérique qui permet d'être collaborative. Et donc il y a une plateforme wiki qui est dédiée à la sécurité sociale de l'alimentation aussi. Si vous voulez mettre le lien dans le chat, Jennifer ou Anna, je vous laisse l'indiquer. Et dedans, d'ailleurs, vous y retrouverez le film, les livrets qui ont été créés aussi sur la sécurité sociale de l'alimentation, etc. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions, il me semble. N'hésitez pas si certaines ont envie de poser des questions, même à l'oral, vous pouvez prendre la parole, n'hésitez pas. Ou sinon, si David, tu vois des points, toi, à davantage éclairer, que peut-être on n'a pas trop évoqué pour l'instant. Mhm. Euh, Peut-être un élément qu'on peut rajouter et à laquelle on est un peu confronté actuellement, c'est à la fois la richesse qu'il existe dans, on va dire, la transmission de citoyen en citoyen, de l'arrivée de nouveaux citoyens qui prend le relais, etc., qui font que les choses se maintiennent. À contrario, la difficulté, c'est de réussir à faire en sorte que tous les participants soient dépositaires d'une même culture commune. C'est-à-dire que tout le travail qui a été fait avec les gens des parcours d'engagement, avec ces idées reçues, avec ce long temps pour pouvoir justement s'interroger sur l'alimentation, c'est quoi, etc. Et en fait, on peut pas, on est à la fois obligé de jongler avec ceux qui sont là depuis longtemps, ceux qui viennent d'arriver, qui du coup ont besoin aussi de reprendre ça. Et donc là, il y a une vraie difficulté à réussir à faire en sorte que ces différentes entrées ne viennent pas, entre guillemets, détricoter ce qui a déjà été construit, et en même temps viennent le rafraîchir, viennent enfin, oui, voilà, le rafraîchir. Du coup, là, on a une difficulté voilà, à faire en sorte que tout le monde soit dépositaire d'un même savoir commun, d'une même culture commune, ce qui est fondamental pour qu'une une expérience de démocratie fonctionne, sans rentrer dans des logiques de répétition, de systématiquement revenir qui pourraient agacer ceux qui sont là depuis un moment et les faire, les démotiver, les faire partir. Donc là, on est dans un nœud. Pour l'instant, voilà, on teste, on patine un peu pour réussir voilà, à faire que tout le monde soit dans une même logique. En termes de chiffres, pour vous ayez en tête par rapport à ce qui se passe maintenant dans la caisse commune, euh, la caisse commune regroupe 175 foyers. Donc, il y en a 32, donc environ 20% qui viennent des parcours. Donc, ils sont là depuis janvier 2023. On en a 20, donc qui représentent à peu près 10-11% qui viennent de cette phase qui s'est étalée de juin 2023 à mars 2024. Et on en a 124, donc plus de 70%, qui sont arrivés en mars 2024.
Donc, en termes de. Voilà. Et donc, certains sont là depuis 1 an et demi, d'autres sont là depuis 1 an, d'autres sont là depuis 2 mois. Mais tout ça doit travailler ensemble. Et donc, on a besoin voilà, de remettre tout le monde sur un pied d'égalité, on va dire. Et du coup, voilà, c'est des logiques qui sont assez différentes. Donc, c'est l'avantage de fractionner l'entrée des participants. Et en même temps, c'est un inconvénient puisqu'il faut réussir à pas que ça se disloque, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est peut-être un élément anticipé à avoir en tête. Notamment en termes de nombre, quoi. 70% qui arrivent d'un coup, ça peut peut-être un peu beaucoup. On a eu plein de questions depuis que tu as pris Pardon. la parole. Non, t'inquiète, c'était intéressant le fait que tu reviennes sur ça. Non, il y a une question sur le monde paysan. Comment est-ce que le lien est fait avec le monde paysan dans ce projet-là? Mhm. Et aussi, bon, c'est pas trop en lien, mais est-ce que il y a eu du lien fait avec la rédaction du guide sur la démocratie alimentaire dans les PAT? Voilà, déjà, si tu peux éclairer ces deux questions. Ouais, le lien au monde paysan, alors il se fait, bon, clairement, la très grande majorité de toutes les expérimentations actuelles qui se lancent dans un projet de caisse alimentaire, etc., l'entrée, c'est l'entrée consommateur. C'est l'entrée voilà, c'est l'entrée consommateur, c'est pas l'entrée producteur, c'est pas l'entrée distributeur, c'est pas l'entrée transformateur. Ça, de toute façon, on en est bien conscient. Pendant toute la première phase, il y a eu voilà, quelques accroches qui ont été faites avec quelques visites de ferme, quelques visites de lieux pour pouvoir voilà, comprendre. Bah, voilà, quand on dit on fait du bio, on fait du HVE, on fait du conventionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, il y a eu quelques éléments, quelques visites qui se sont faites là, mais ça restait du ponctuel. Euh, voilà, la difficulté, vous pouvez l'imaginer, c'est la capacité aussi aux producteurs de s'investir dans quelque chose qui est très chronophage comme ça aussi. Donc souvent, voilà, ce qui nous est dit, c'est que bah, c'est super, super intéressant, mais en fait, on ne peut pas suivre. Euh, on avait quand même au sein des membres des parcours 3 producteurs, maraîchers notamment, donc qui ont participé eux-mêmes au parcours. Voilà, on est c'était des profils déjà très investis dans une pratique de transition, hein, très bio, voire biodynamie. Enfin, voilà, on avait un peu ce profil-là hein, qui était investi. En tout cas, ils faisaient partie du projet. Et on va dire que maintenant, le lien aux producteurs se fait de plus en plus depuis que bah, il y a tout ce processus de conventionnement qui est fait. C'est-à-dire un conventionnement, ça passe par une visite qui est réalisée par un binôme, un trinôme de chaque caisse. C'est les citoyens qui déterminent ensemble, bah voilà, il y a tel lieu, ça pourrait être intéressant. Ils semblent répondre aux critères. Donc on constitue un binôme, un trinôme, on va visiter selon un protocole, il y a des questions, il y a des questionnaires, il y a des éléments, voilà. Ça dure 2 heures, 3 heures, parfois 4 heures. Ensuite, les participants reviennent dans la caisse, rendent compte de la visite, expliquent ce qui s'est passé. Et là, il y a une modalité de prise de décision. Il y a un retour qui est fait de nouveau avec une contre-visite qui est opérée par d'autres membres de la caisse pour venir confirmer, venir répondre à des questions qui se sont posées entre-temps. Et ensuite, il y a la décision d'un conventionnement. Et du coup, après, bah, il y a forcément un lien avec le fait d'aller acheter et potentiellement ensuite d'aller visiter l'entièreté de la caisse, va visiter un lieu, etc. Donc là, il commence à avoir ces liens qui se créent avec les producteurs. Mais ça prend du temps, évidemment. Et c'est ultra dépendant aussi de la volonté des producteurs et des productrices de s'investir là-dedans, parce que c'est aussi du temps qui consacrent eux, quoi. Donc voilà. Euh, et ensuite, la question sur le guide sur la démocratie dans Bah, les attends, alimentaires. juste Ouais, peut-être pardon. avant, on avait une question très en lien avec ce que tu viens de dire sur comment se passe le choix de conventionnement des lieux et des produits. Ouais. Donc là, tu viens de commencer à l'évoquer. Donc, si tu veux peut-être approfondir, notamment, il y avait la demande d'avoir une illustration concrète d'un exemple sur le choix d'un conventionnement. Ouais. Euh, alors, moi, j'ai pas de slide à vous montrer, donc Ah, mais en fait, vous me voyez pas depuis tout à l'heure. Vous voyez que juste mon Moi, je te PowerPoint. vois. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, Euh, donc, oui, je vous en prie. la charte de conventionnement, ce qu'elle a élaboré, c'est 2 modalités. Un conventionnement lieu, puis un conventionnement des produits. C'est-à-dire que on va d'abord conventionner un lieu, c'est-à-dire qu'on va d'abord étudier
selon 5 critères que je vais vous expliquer après, si ce lieu peut être conventionné. À partir du moment où il est conventionné, on va ensuite déterminer des produits qui sont conventionnés au sein de ce lieu. Les critères lieux, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire que ce soit accessible à tous les publics, à toutes les situations, etc., etc. La question du bien-être au travail, c'est-à-dire c'est une question un peu large qui prend la mesure de quelles sont les conditions de travail pour les salariés à l'intérieur du lieu. La question de la transparence des prix, comment sont construits les prix dans le lieu. La question du local, comment la question du local est traitée dans ce lieu. Est-ce que c'est une majorité de produits locaux ou pas? Est-ce que ça l'est ou pas? Voilà. Et la question de mode de production. Donc, comment les produits sont produits. Comment les produits sont produits. Ouais. De là, la caisse détermine si un lieu respecte les 5 critères. Attention, c'est un peu technique. Dans ce cas, il est conventionné à 100%. S'il respecte 4 critères, il va être conventionné à 75%. S'il respecte 3 critères sur 5, il va être conventionné à 50%. Et moins de 3 critères, il n'est pas conventionné. Typiquement, on prend un producteur, un maraîcher du coin, c'est assez facile, qui produit l'ensemble de ses biens, de ce qu'il vend, qui est avec une haute valeur de production, tout est local, les salariés sont bien traités et il est transparent sur la manière dont il construit les prix. Bon, il va être conventionné à 100%. C'est-à-dire que l'ensemble des produits qu'il vend vont être pris en charge à 100% par la location. Si, imaginons, il manquait un critère, il n'y a pas l'accessibilité, par exemple, on ne peut pas s'y rendre en fauteuil roulant, par exemple. Dans ces cas-là, il va être conventionné à 75% puisqu'il ne remplit que 4 critères. Et donc, la tomate qui va être achetée ne pourra être pris en charge qu'à hauteur de 75% par la location. Donc, les 25% restants, ça va être un reste à charge qui sera payé en euros avec une carte bancaire. Voilà. Donc ça, c'est la modalité qui est effective. Là, je vous parle d'un cas très facile, c'est-à-dire un maraîcher. Les cas plus difficiles, c'est une épicerie, type une épicerie, un supermarché coopératif, par exemple, comme il y a à Bègles, par exemple, où l'ensemble des produits ne sont pas conventionnés, puisque l'ensemble certains produits ne respectent pas ces critères de haute valeur environnementale, de transparence des prix, etc. Donc, il y a une liste de produits au sein de la structure qui est conventionnée. Donc, c'est un double conventionnement. C'est pas forcément ce qui se fait de plus simple. C'est pas forcément ce qui se fait à l'échelle de l'ensemble des expérimentations de SSA, Sécurité sociale de l'alimentation, de caisse commune. Mais ça a au moins le mérite d'être assez exigeant en termes de projection sur des modalités de transformation de la manière dont l'alimentation est produite. Donc après, je ne vous cache pas qu'à appliquer dans un magasin où il y a 3000, 4000 références avec une liste de produits, etc., ça prend du temps. C'est là aussi où c'est un énorme avantage d'avoir ce genre de lieu en allié, en membre fondateur aussi du projet. Hein. C'est le cas, par exemple, du supermarché coopératif à Bègles qui fait partie d'Acclimatation. Donc, ils ont bien voulu jouer le jeu. Mais du coup, voilà, c'est vraiment cette modalité qui a été déterminée par les participants pour être à la fois exigeant sur ce qu'on a envie et en même temps, voilà, le fait de pouvoir être conventionné avec 3 critères, ça permet aussi à des structures de pouvoir entamer un processus aussi de transformation. C'est-à-dire, venez, il y a une place pour vous. Et petit à petit, on va vous aider aussi à avancer vers des objectifs qu'on se fixerait ensemble, quoi. C'était ça qui était derrière. Pas d'avoir un coup près, en fait, soit tu es dedans, soit tu es dehors. Voilà, c'était un peu l'ambition qui était derrière tout ça. Okay. Merci beaucoup. Il nous reste moins de 5 minutes et on a encore quelques questions. Je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent en même temps. Je pense qu'on ne pourra pas tout traiter. Mais donc, il y a quand même une autre question sur donc, le guide de la démocratie alimentaire dans les PAT. Et après aussi, est-ce qu'il y a eu d'autres sources d'inspiration pour construire la méthode des parcours d'engagement que la Convention citoyenne sur le climat que tu as cité tout à l'heure? Et aussi une question sur les RH, en fait. Combien de temps et de RH ça a pris pour coordonner ces parcours
Tout à l'heure, tu as quand même parlé que ça mobilisait beaucoup de monde, beaucoup d'ingénierie, etc. Ouais. Mais voilà, si tu as des chiffres ou des choses comme ça à préciser. Ouais, ouais. Sur le volet PAT démocratie alimentaire, en fait, on connaît, on est en lien avec ceux qui ont fait le rapport, donc on est en discussion. Après, on n'a pas servi de lieu d'enquête, etc. Puisque de toute façon, en plus, on n'est pas des PAT. Mais en tout cas, on est en lien avec tout cet environnement de recherche autour de ces éléments-là. Euh, j'ai vu aussi, il y avait une question sur... Ah oui, ingénierie. Oui, très concrètement, c'est... donc sur chaque territoire, c'était un binôme d'animateurs avec des journées allouées pour ce travail-là. Ça représente environ après, c'est toujours pareil, hein, dans les structures, il y a le temps qui est formel et puis le temps informel, quoi. Voilà, sur les structures, quand on est investi, bah, voilà. En gros, ça représentait 20% sur le moment spécifique du parcours d'engagement, bah, peut-être même un tiers du temps des animateurs sur le territoire. Donc un tiers OTT. Et en parallèle de ça, il y avait 3 salariés Acclimatation à plein temps qui, eux, tournaient entre les 4 territoires, qui faisaient tout un travail de préparation, d'analyse, de suivi scientifique, parce que ça aussi, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que durant ce parcours, il y a eu toute une recherche, action qui s'est mise en place avec systématiquement des observations de chaque réunion qui ont été faites, notamment par moi, mais aussi par une équipe de chercheurs de l'Université de Bordeaux, avec des entretiens qui ont été faits en amont du parcours, à la fin du parcours, avec un questionnaire qui a été fait. Enfin, voilà, il y a eu tout un travail aussi analytique qui a été mis en place pour pouvoir justement faire un travail réflexif sur le parcours en cours, quoi. Donc, ça représente effectivement beaucoup de monde, hein. Euh, beaucoup de monde, ouais. Je vois sur la question de l'accessibilité au niveau des femmes. Alors, ah non, Ouais. pardon, j'ai vu femmes, c'est des fermes, pardon. C'est un des éléments justement qui est discuté actuellement, c'est comment on fait pour, au sein des caisses, penser l'accessibilité à des lieux. C'est-à-dire que s'il faut aller à 25 km pour aller chercher son poireau et ses 3 tomates parce que le lieu conventionné il est là-bas, c'est pas possible. Donc là, en ce moment, il est en train d'être réfléchi au sein des caisses, de dire, bah, une des modalités que la caisse pourrait mettre en place aussi, c'est de prendre une partie des cotisations qui sont faites pour construire un dispositif relais qui puisse aussi, sous forme de panier, par exemple, avoir des lieux qui soient dédiés à de la livraison, par exemple, ou un système de livraison. Enfin voilà, il y a des modalités qui sont en train d'être réfléchies pour pouvoir justement pallier ces contraintes qui sont notamment en termes de transport, quoi. Et ça, en fait, c'est ça qui est important, c'est que tout est ouvert au sein des caisses à partir du moment où il y a une dynamique. On rencontre des difficultés qu'on a et on essaie de construire une solution qui soit partagée par la caisse, quoi. Et du coup, tu n'as pas répondu, mais est-ce qu'il y avait d'autres sources d'inspiration que la Convention citoyenne sur le climat pour Ouais, justement développer ces parcours d'engagement-là, pour ouais, terminer? ouais. Les autres sources d'inspiration, elles sont beaucoup liées aux autres dynamiques de caisses communes inspirées de la sécurité sociale d'alimentation qui se fait ailleurs, notamment dans le Vaucluse, où eux, ils se sont très longuement interrogés sur cette phase de construction d'une culture commune. Nous, on a fait ça en 4 mois pour ce parcours-là. Eux, ils ont fait ça en 2 ans. Et voilà, ils ont pris ce temps très important. Donc, on a eu beaucoup d'échanges avec eux. À Montpellier aussi, évidemment, puisque Montpellier a une expérimentation de caisse commune depuis plus d'1 an maintenant. Mais on a commencé à peu près en même temps sur ce volet mobilisation citoyenne. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que à Montpellier, eux, ils ont fait le choix de commencer l'expérimentation sans charte de conventionnement. Elle est venue après. Nous, au contraire, on a pris le parti de dire, bah, en fait, on va s'en servir comme un élément de mobilisation. Donc, vous voyez, on peut aussi faire autrement. Mais en tout cas, voilà, on s'est inspiré, on s'est échangé. Nous, on a échangé sur ce qu'on faisait, on a pris inspiration de ce que les autres faisaient. C'est vraiment lié au réseau, on va dire, national de ces dynamiques-là, sur lequel on s'est beaucoup appuyé aussi. Ok.
Bon, bah, merci beaucoup, David. C'était très éclairant ta présentation et le fait de revenir sur vraiment la mobilisation citoyenne, ça évoque, je trouve, plein de questions, plein de sujets, etc. C'était vraiment très intéressant. Et Avec merci à plaisir. toutes et tous d'avoir participé et contribué avec vos questions. Donc, on a enregistré le replay, donc, le webinaire, donc on mettra le replay sur le wiki, le lien qu'on vous a envoyé au tout début. Merci beaucoup et très bonne Merci à journée à vous. tout le monde. Merci, au revoir. Tac.